Scorpion. Le retour des beaux jours vous met du baume au cœur, mais vous avez tendance à facilement vous déconcentrer malgré vos efforts. Attention. Sacré effet Barnum. Enfin, ça m'a l'air vachement juste quand même. Et si en fait tout ça, ça n'était pas des conneries? Aujourd'hui dans Bug Mental, on valide l'astrologie. What? En 1978, Hans Eysenck, un psychologue anglais, et Jeff Mayo, un astrologue anglais, décident de tenter ensemble une expérience. Leur but est de déterminer si le signe du zodiaque a une réelle influence sur quelqu'un. La démarche d'allier un psychologue spécialisé en comportement et un astrologue est plutôt saine. On imagine facilement l'effort des deux parties, sceptiques et pro, pour être objectifs. Pour réaliser leur expérience, ils distribuent un questionnaire de personnalité développé par Eysenck à plus de 2000 participants, principalement des étudiants dont la moyenne d'âge est d'une vingtaine d'années. Les participants sont choisis de façon à ce que tous les signes zodiacaux soient représentés. Ce questionnaire est censé mesurer l'extraversion et l'émotivité de celui qui y répond. Jeff Mayo, l'astrologue, part du postulat suivant. Les personnes ayant un signe actif, c'est-à-dire de l'élément du feu ou de l'air, donc Bélier, Gémeaux ou Lion par exemple, seraient plus extraverties que les personnes nées sous un signe passif, c'est-à-dire de l'élément de la terre ou de l'eau, Taureau, Cancer ou Vierge par exemple. L'étude est menée, les questionnaires sont remplis et analysés, et stupeur. Ils sont concluants. Sur plus de 2000 personnes, l'hypothèse de l'astrologue semble validée, et Eysenck n'en revient pas, alors que Jeff Mayo voit dans cette étude une démonstration du sérieux de l'astrologie. L'astrologie est une science valide. Du coup, il convient de se poser une question. Est-ce qu'une expérience apparemment sérieuse, bien encadrée, est forcément valide ? Non. À vrai dire, pour qu'elle le soit, c'est une vraie tannée. Il faut que chaque condition soit soigneusement pesée et qu'elle soit reproduite dans différentes conditions en obtenant les mêmes résultats. Elle fait souvent face à des contradicteurs et tant mieux, c'est ainsi que les choses avancent. Et en effet, un tas de biais peuvent venir interférer dans une expérience, au point que les quelques-uns dont je vais vous parler sont loin d'être exhaustifs. Par exemple, lorsqu'une étude se base sur un sondage, la simple formulation des questions peut changer les résultats. Il est plutôt simple d'orienter les réponses, consciemment ou non. Par exemple, pour obtenir un chiffre sur le pourcentage de la population qui valide l'utilisation d'armes à feu. Si je vous demande, l'arme à feu peut-elle être un moyen de défense efficace en cas d'agression ? Je risque d'obtenir beaucoup plus de réponses positives que si je vous demande, préconiseriez-vous l'arme à feu comme moyen de défense en cas d'agression ? Dans le premier cas, on peut penser que oui, bien sûr que c'est efficace, sans pour autant engager notre opinion sur l'utilisation des armes. Alors que dans la seconde formulation, l'opinion est clairement engagée. Oui, c'est efficace, mais non, je la préconiserais pas forcément. Nothing gets between me and my AK. C'est ainsi qu'on se retrouve avec un sondage récent qui annonce que presque 80% des Français sont adeptes d'une théorie du complot. Chiffre qui est, vous en doutez, à relativiser. Mais si vous avez vu ce sondage passer et qu'il vous intéresse, je vous mets en description un lien vers un article d'Asserment Dax de la Tronche en Biais qui l'a décortiqué intelligemment. But that's the conspiracy, man. Et là, je ne parle que des formulations de questions, mais on pourrait citer l'effet d'ancrage, la tendance à l'acquiescement ou le biais d'échantillonnage, dont on reparlera, des effets qui biaisent facilement n'importe quel questionnaire. Mais parfois, c'est plus fourbe que ça. On imagine les scientifiques menant des expériences en étant rigoureux, objectifs, mais les biais nous touchent tous, de différentes manières, c'est sûr, mais un expérimentateur, même éclairé, n'en est pas libéré pour autant. Bon, on va partir ici du principe que l'expérimentateur tente d'être objectif, qu'il est de bonne foi et ne cherche pas à tout prix à démontrer que sa thèse est vraie. Malgré tout, il existe l'effet expérimentateur. C'est l'idée que les mots qu'il choisit, les réactions qu'il a, peuvent influencer le cobaye. Cette idée est mise en avant par Rosenthal, celui qui nous avait parlé de l'effet Pygmalion, vous vous souvenez ? Dans l'une de ses expériences, des étudiants apprenaient à des rats à passer un labyrinthe, et le groupe d'étudiants pensant avoir des rats débiles n'arrivait pas à les faire avancer, alors que le groupe pensant avoir des rats savants y arrivait, bien que les rats étaient tous les mêmes. Rosenthal s'est justement penché sur cet effet expérimentateur en tentant une autre expérience. À un groupe d'étudiants, il présente une série de photos. Sur chacune d'elles, un visage. Les cobayes doivent noter sur chaque photo s'ils pensent que la personne a du succès ou non, en allant de -10, pas de succès, à 10, beaucoup de succès. Il présente ça comme un test d'empathie. Il garde ensuite une série de photos dont la moyenne avoisine 0, et c'est là que l'expérience débute. Il sélectionne d'autres groupes étudiants censés être les expérimentateurs. Ils devront faire passer le même test à des sujets, mais cette fois, il le présente différemment. Il raconte à un groupe d'expérimentateurs que leurs photos ont obtenu une moyenne de 5, et à l'autre qu'elles ont obtenu une moyenne de -5. Histoire d'en rajouter une couche, les expérimentateurs seront payés $1 de l'heure et $2 s'ils font bien leur travail. Et les résultats sont significatifs. Pour les mêmes photos, les notes varient jusque 2 points autour de 0, en fonction de la moyenne que Rosenthal essayait d'influer à ses expérimentateurs. Mais ça reste à prendre avec des pincettes, si beaucoup d'expériences ont été menées sur le sujet, toutes ne sont pas concluantes, et les résultats de Rosenthal ont parfois été critiqués. On pourrait même penser que Rosenthal a lui-même souffert de cet effet expérimentateur en réalisant son expérience.
Ce qui voudrait dire que les résultats sont biaisés, et donc que c'est faux, mais que tout en étant faux et en souffrant lui-même de cet effet, alors ça en démontre l'existence ? Bon, pour éviter l'ingérence de l'expérimentateur, une solution élégante est l'expérience en double aveugle. L'idée est simple, ni le cobaye ni l'expérimentateur en lien avec lui ne savent vraiment de quoi il est question. C'est beaucoup utilisé en médecine par exemple, lorsque des médicaments sont testés. En général, les participants sont divisés en deux groupes, le groupe expérimental qui reçoit le médicament à tester, et un groupe de contrôle qui reçoit un placebo. À ce moment-là, le patient ne sait pas s'il a le vrai médicament ou non, pour éviter que ses attentes influent le résultat. Bah oui, si je sais que j'ai un placebo, difficile d'aller mieux par effet placebo justement. Enfin ça c'est une autre histoire. Mais si le médecin sait si son patient a le placebo ou non, son comportement peut éventuellement changer et influer le résultat, l'effet expérimentateur. Alors le médecin qui s'occupe de suivre ses patients ne sait pas qui a le placebo. Ainsi, il n'est là que pour constater le résultat, et c'est un autre médecin qui mettra face à face le résultat de chaque patient avec leur prise de médicaments ou de placebo. Mais parfois le problème va plus loin. Le simple fait pour un cobaye de participer à une expérience peut biaiser l'expérience elle-même. C'est le cas de l'effet Hawthorne. Entre 1927 et 1932, Elton Mayo, professeur à la Harvard Business School, qu'il ne faut pas confondre avec Jeff Mayo l'astrologue, rien à voir, tente une expérience dans l'usine d'Hawthorne, un grand complexe industriel dans l'Illinois. Son but initial est d'observer l'impact des conditions de travail sur la productivité des employés. Pour ça, il sépare un groupe d'employés qu'il va faire travailler dans différentes conditions, en faisant varier les temps de pause, les heures de travail, l'éclairage ou la température des ateliers. Mais en dégradant les conditions de travail, Mayo et son équipe remarquent quelque chose d'assez surprenant. Lorsque les conditions de travail sont améliorées, la productivité augmente. Jusque-là, tout va bien. Seulement voilà, lorsque les conditions de travail sont dégradées, la productivité des employés augmente aussi. Le professeur en conclut qu'au-delà des conditions de travail, le simple fait que les cobayes participent à une expérience modifie leur comportement. Se sachant observer, ils s'investissaient plus dans leur travail, ce qui augmentait leur productivité, tout en biaisant l'expérience. Ce qui lui a permis, même si ce n'était pas le but initial, de mettre le doigt sur cet effet Hawthorne, qui, en méthodologie expérimentale, signifie que l'expérience peut être biaisée du simple fait que les cobayes aient conscience d'y participer. Bon, à la suite de ces expériences, il tire d'autres conclusions sur la psychologie du travail, qui ont été très discutées, mais ça n'est pas notre sujet. Avec tout ça, vous comprenez mieux pourquoi je parle souvent de fourberie de chercheurs. Les pauvres n'ont pas d'autre choix que d'être inventifs pour berner les cobayes afin d'obtenir les résultats les plus objectifs possibles. Mais pour l'astrologie, du coup, qu'est-ce que ça donne ? Hans Eysenck, le psychologue et co-auteur de l'étude, ne pouvait pas en rester là. Il n'était pas le seul. L'idée qu'une étude démontre la véracité de l'astrologie en a titillé plus d'un. Et à y regarder de plus près, ils se sont rendus compte que les participants n'étaient pas choisis si objectivement que ça. À vrai dire, la plupart connaissaient très bien l'astrologie. Ils savaient qu'un signe du feu, par exemple, devait être extraverti. Alors l'idée est lancée que ces participants, sensibles à l'astrologie, modelaient leur caractère et donc leur réponse en fonction de leur signe. Je suis bélier, bien sûr que j'adore sortir. Taureau, je suis plutôt timide. Pour s'en assurer, Eysenck a retenté une expérience similaire quelques temps plus tard, mais en faisant attention de choisir des participants neutres vis-à-vis de l'astrologie, qui n'y connaissaient pas grand-chose, et même des enfants. Et cette fois, les résultats n'ont rien donné de probant. Bon, du coup, je peux me débarrasser de ça. Attendez. Les personnes nées sous un signe passif ou actif peuvent s'abonner à Spleen, et auront tendance à partager cette vidéo, voire même à me rejoindre sur Twitter. Bon, c'est des conneries, non ? Non ? Validons ensemble l'astrologie by Spleen. Gandalf!